c'est quoi que c'est 60 millions d'habitants d'Arabie Saoudite dans un désert. Enfin, je sais pas comment ils vont faire. Ils vont pas faire. À une extraction maximum, parce que vous avez mis votre truc, et c'est là où je vais faire mon petit show avec mon coca. Donc imaginez que vous ayez un gisement de pétrole, voilà, tout noir, tout huileux, et que pour l'extraire, eh bien, vous commencez à mettre votre derrick, votre paille, n'est-ce pas, et vous commencez à l'extraire. Il arrive un moment où il y en a beaucoup moins. Et donc, la production baisse. C'est comme ça. Alors, il se trouve qu'il en reste encore, en fait, à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit, si on a besoin donc, dans ce temps T, c'est très variable, parce qu'on peut mettre une deuxième paille, puis consommer plus vite. À ce moment-là, on va en extraire beaucoup plus vite, mais ça va durer moins longtemps. Le volume sous la courbe, je ne vais pas aller dans les maths, ça on pourrait faire une fonction assez rigolote, mais on ne va pas faire ça, pour savoir quel est le volume. Mais en réalité, il en reste encore. Donc en fait, on peut imaginer des technologies où on va piler les glaces, on s'appelle une fracture hydraulique et des choses comme ça, on en parle avant. À ce moment-là, vous en avez encore. Et donc vous arrivez à tenir relativement longtemps. Mais le volume total reste relativement inchangé. Lorsqu'on entend dans les journaux aujourd'hui, petite parenthèse, dans la parenthèse, lorsqu'on parle les États-Unis auraient des milliards de réserves, pourraient devenir indépendants de manière énergétique, en fait, ce qu'ils parlent, c'est de techniques de reprendre, pour l'essentiel, pas que, mais pour l'essentiel, des anciens gisements, justement en Pennsylvanie, au Texas, etc., et d'utiliser des nouvelles technologies pour aller chercher les dernières gouttes qui restent encore dans les roches. Donc, avec de l'eau sous pression, pour faire simple, de l'eau à très haute température sous pression, de fracturer ces roches pour pouvoir en ressortir un petit peu plus de pétrole. Mais en gros, ça ne change pas vraiment, et parce que c'est très marginal ce qu'on va réussir à attraper. Donc en fait, je ne crois pas du tout qu'ils vont avoir du tout une grande production. Peut-être pendant 2 ou 3 ans, ils vont avoir un petit sursaut grâce à ces technologies, mais en fait, le volume ne va pas changer. Ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'ok, ça c'est un gisement de pétrole. Il y en a des milliers dans le monde. Et donc, si vous prenez ce gisement, des très gros comme ceux d'Arabie Saoudite, ceux du Nigeria, etc., si vous prenez le total de tous les gisements qui existent, et que vous en faites une courbe normale, en fait, vous découvrez que le total, c'est une courbe normale. C'est-à-dire que sur un temps T, il y a un moment où vous êtes à 50% de tous les gisements qui existent. C'est logique. Tout le monde me suit jusqu'à présent? Ok. Ce 50%, c'est le 50% dont je vous ai dit avant. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait une centaine d'années qu'on connaît du pétrole, et qu'en fait, on se rend compte que depuis 100 ans, un petit peu plus, on va dire 150 ans, mais 100 ans vraiment, c'est depuis la Première Guerre mondiale, c'est pas par hasard d'ailleurs qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, mais c'est depuis la Première Guerre mondiale qu'on exploite, on est passé de l'économie du charbon à l'économie du pétrole. Les bateaux étaient convertis à utiliser du pétrole et non du charbon, les transports routiers ont démarré avec l'automobile, etc. Les taxis de la Marne, etc. J'aurais mieux fait de la perdre, cette bataille-là, française. Je parlerais allemand, mais au moins, il n'y aurait pas eu autant de morts. Enfin bref, donc l'histoire. Bref, tout ça pour dire que ça fait 100 ans qu'on exploite du pétrole, et entre 2006 et 2008, on a commencé à avoir une chute. Cette chute, elle est entre 3 et 6% par année. C'est-à-dire une baisse exponentielle de la production de pétrole dans le monde. Et donc, si aujourd'hui on est à 50%, si c'est vrai effectivement que ces chutes continuent, et qu'on est à 50% de la production de pétrole, et que l'on sait qu'on atteint 50% très proche du moment où on atteint 100%, oui, pourquoi je vous amène là? C'est parce que là, il faut qu'on commence à réfléchir sérieusement. C'est qu'on arrive vers la fin. On n'aura pas 100 ans de pétrole. Ce temps-là, ça va pas être 100 ans. Ça va être beaucoup plus court.
Parce que nous en avons toujours besoin. C'est pas parce qu'on a une crise économique. En 2008, production industrielle du monde, moins 20%, consommation mondiale, moins 3% de pétrole. C'est très inélastique. Que l'économie aille ou pas, on doit prendre nos bagnoles pour aller bosser, pour amener nos gamins à l'école, pour aller faire nos courses, etc. Il faut transporter les produits par bateau, par avion, etc. Notre besoin de pétrole, il est toujours là. Et ça, c'est chez nous, où les économies vont mal. Mais dans les pays où les économies vont très 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 bien, Chine, Inde, Brésil, la consommation de pétrole, elle explose. Et elle va continuer à croître. Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter juste pour économiser du pétrole, ils vont continuer à en boire, à en consommer de plus en plus fort, de plus en plus vite. Parce qu'ils se développent. Et si vous avez, je ne sais pas qui ici a déjà visité la Chine, ou, par exemple, c'est juste impressionnant. Je veux dire, on va à la base, on est des clochards par rapport. Enfin, vraiment, on n'est pas habitué à... Vous arrivez à l'aéroport de Pékin, vous voyez ce truc, vous dites, oh, mais moi je viens du tiers-monde. Et c'est très... C'est pas humiliant, mais ça vous rend très humble quand vous voyez la Chine. C'est vraiment impressionnant. En 20 ans, ils ont fait un développement incroyable, et ça continue. Donc, on est face à un moment où on n'aura plus les ressources. Et mon raisonnement qui vaut pour le pétrole, en réalité, il vaut pour toutes les matières premières, pour toutes les sources d'énergie, parce que nous en consommons et dévorons de plus en plus, et elles sont limitées. Donc on retrouve le même logique, pas forcément exactement les mêmes temps, mais on retrouve la même logique de consommation et que l'on se rapproche de la fin pour les métaux, pour toutes les matières que l'on utilise. Ça va du zinc au plomb, l'argent, le cuivre, même l'hélium. Quelqu'un me disait, j'ai un ami qui est passionné de plongée, il me disait on rationne l'hélium maintenant, notamment en France. Je ne sais pas si vous faites de la plongée. Non. Ben, semblerait-il, ils rationnent l'hélium parce qu'il n'y en a plus. Parce qu'en fait, on mine l'hélium. Moi, je pensais que ça sortait de l'atmosphère. Maintenant, ils vont chercher. Il y a des poches d'hélium dans certains endroits. Il y a des gisements d'hélium. On retrouve à peu près la même tendance sur toutes les matières premières, toutes les ressources. Dans les 10, 20, 30 prochaines années, nous allons avoir des pénuries extrêmement graves de toutes ces ressources. Et ça converge. Et ça, c'est le premier point important de mon petit exposé de mon premier livre. C'est de dire, faisons très très attention, parce que le moment où nous atteignons, avec une croissance très très rapide, la limite que nous pouvons certes, avec les technologies, repousser un tout petit peu, gagner encore quelques mois, quelques années par-ci par-là, mais ce n'est pas significatif. Et ce moment, il se rapproche. Ça, c'est le premier point important. Nous sommes en train d'atteindre les limites dans les 20, 30 prochaines années des ressources disponibles sur Terre avec notre mode de vie, notre mode de consommation. Premier point très important à mettre en place. Donc ça, c'est le premier point, les ressources. Bientôt, il n'y en a plus. Et on est là. Hein. Dans 10 ans, on est là, on est à 8 milliards. Deuxième point important, c'est ces 8 milliards de personnes, ils vont bouffer quoi? Alors regardons un petit peu la production agricole. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la production agricole, pourquoi on est passé de 1, 2 à 7 et 8? C'est qu'en fait, entre 1800 et 2000, enfin surtout 1940, comme ça, on a mécanisé l'agriculture, c'est-à-dire on a enlevé les bras pour mettre des machines, tracteurs, etc. On a compris comment fonctionne la génétique, donc on sait sélectionner les graines, on prend des graines qui sont plus productives que d'autres. Et puis on a, au niveau de la production agricole, explosé, on a multiplié par 30 la productivité par hectare. D'un côté de la natalité, bah, évidemment, les enfants, grâce à la médecine, les gens ne mouraient plus, donc les enfants ne mouraient plus, donc ils devenaient adultes pour faire eux-mêmes des enfants, etc. Et tout ça, c'est essentiellement dans le milieu urbain, d'ailleurs. Plus de la moitié de la population mondiale habite dans des villes, voire dans des bidonvilles dans le monde. Mais nous avons pu suivre, nous avons pu permettre cette croissance parce que nous avons pu produire de manière extraordinaire des quantités de nourriture que nos ancêtres n'auraient même pas pu imaginer. Mécanisation, engrais, produits chimiques, pesticides, etc. On a bien maîtrisé la chose, sauf que
qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? On remarque que, d'abord, la mécanisation, elle a besoin de pétrole. Et l'agriculture intensive, elle a deux effets extrêmement néfastes. Tout d'abord, elle épuise les sols, parce qu'en mettant beaucoup d'engrais, en fait, on tue par excès d'éléments chimiques ce qui rend en fait fertile le sol, c'est-à-dire tous les petites bestioles qui vivent devant, les nématodes, les mapodes, les petits vers, les petites bestioles qui permettent au sol de vivre, de s'aérer et donc d'être fertile. Et donc on se rend compte qu'on est obligé de rajouter de plus en plus d'engrais pour que les sols produisent. Sauf que les engrais, c'est essentiellement basé sur des phosphates qui sont aussi dans la courbe descendante. Pour avoir travaillé par exemple avec le Maroc, qui est un des plus grands producteurs de phosphates au monde, enfin l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, et avec des Turcs aussi, ils me disent tous la même chose. Ils me disaient, voilà, c'est bientôt fini. On a épuisé les mines, après, parce que les phosphates, ça me prend aussi des millénaires pour être concentré à un endroit et qu'on puisse le produire. Donc on arrive aussi vers la fin des engrais, bientôt. Et puis l'eau. Il faut de plus en plus d'eau pour produire de plus en plus de nourriture pour plus en plus de gens. Et des gens qui veulent vivre de plus en plus comme nous, mangeant de la viande, et donc produire des céréales qui sont gourmandes en production d'eau, etc. C'est comme ça. On ne peut pas dire aux Chinois, aux Indiens, ça va pour la viande. Mais pour les Chinois, on ne peut pas leur dire mange plus de viande. Ils deviennent de plus en plus riches. Ils sont en train de racheter la moitié de l'Europe. On ne peut pas leur dire mange pas de viande. Dans le monde entier, les 8 milliards d'habitants aujourd'hui veulent vivre comme un Américain. Ça ne va pas être possible. Donc, l'épuisement des sols, la raréfaction de l'eau potable, l'eau douce simplement déjà, elle est déjà présente. En fait, on sent déjà aujourd'hui dans le nord de l'Inde, au Pakistan, dans la région sahélienne, c'est pas par hasard qu'il commence à y avoir des troubles dans ces régions. Il faut aller aux sources des problèmes. C'est pas juste des islamistes fous, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des pressions démographiques fortes, pourquoi les gens quittent ces régions-là pour venir chez nous, etc. Il y a des éléments très à la source, qui sont l'incapacité de produire plus, l'incapacité d'avoir une agriculture dans le monde. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que depuis les années 80, en fait, la productivité par hectare ne croît plus. Et la courbe s'est inversée. Au contraire, on voit qu'aujourd'hui, la productivité par hectare, elle est retombée au niveau de 1980. Elle a eu un pic dans les années 90, elle est retombée au niveau des années 80, et elle va commencer à baisser. Donc ça veut dire que pour nourrir de plus en plus de gens, avec une terre limitée, où la productivité par hectare commence de nouveau à se réduire. Donc on est en train d'inverser la tendance lourde qui, depuis 2 siècles, a fait qu'on produisait de plus en plus. Ça va poser un problème. On devrait ajouter à cela, parce que beaucoup de gens disent, oui, mais il suffirait, parce que j'aime bien les gens qui ont des solutions simples aux problèmes complexes, il n'y a qu'à aller chercher plus de terre pour faire plus d'agriculture. Bon, alors déjà, s'il y avait beaucoup de terres disponibles, de terres de très bonne qualité, ça se saurait. Je veux dire, de la bonne terre qui est laissée en friche, bon, il y en a un peu dans les pays riches comme en France, mais dans l'immense majorité des pays du monde, y compris aux États-Unis, toutes les bonnes terres, elles ont été largement exploitées depuis très longtemps. Et puis au contraire, on grignote sur les déserts, et là aussi, les gens disent oui, mais il faudrait cultiver sur les déserts. Ouais, mais il faut beaucoup d'eau. C'est le cas aux États-Unis. La Californie a été transformée en jardin, mais ils n'ont plus d'eau. Donc ils ont bouffé toutes les nappes phréatiques de tout l'ensemble du centre des États-Unis. J'ai des graphiques assez marrants de voir qu'en fait les États-Unis sont quasiment en désertification. Toute la partie centrale des États-Unis, qui était connue depuis les années 30 pour produire du maïs, du blé de manière colossale, commence à avoir des problèmes chroniques d'eau, et ils ont éliminé leurs nappes phréatiques qui vont mettre des siècles pour se recomposer. Au Moyen-Orient, c'est pareil. L'Arabie Saoudite, c'est un exemple, parce qu'il était bien dans le sud de l'Arabie Saoudite. En fait, c'est assez fertile. Il y a même assez de pluie, mine de rien. Et ils ont essayé d'étendre leur culture sur le désert. Donc, dans les années, comme ils avaient beaucoup d'argent, ils ont mis en place des centrales de dessalination d'eau, de pompage, etc. Bon, ils ont vu qu'ils étaient en train de bouffer toute leur nappe phréatique. Et c'est un pays où ils ont beaucoup de pétrole, mais l'eau, ils savent qu'elle est beaucoup plus précieuse que le pétrole. D'ailleurs, c'est marrant, vous allez en Arabie Saoudite, votre litre d'essence à la pompe coûte, je sais pas, 5 centimes d'euros, mais votre litre d'eau pour votre douche coûte 1 euro. Je ne sais pas qui gagne au change, hein, mais moi je préfère vivre chez moi en Suisse, on n'a pas de pétrole, mais on a beaucoup d'eau, plutôt que l'inverse. Parce qu'un jour, eux, ils vont mourir. Et de soif.